Bon, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, dans Zakuli, nous sommes avec le sénateur Tani Mohamed Solihi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on commence avec l'actualité. La semaine dernière, le président du département, Benissa Ousseni, était entendu par le Sénat sur l'évolution institutionnelle de Mayotte. Et d'abord sur la forme, Tani Mohamed Solihi, dans la mesure où nous ne sommes pas forcément sur la même position que d'autres territoires ultramarins. Est-ce que Benissa Ousseni a bien fait de signer l'appel de Fort-de-France? Écoutez, il l'a fait. Donc, il faut lui poser la question. Moi, je pense que sur tous ces sujets, et notamment sur le volet institutionnel, euh, il aurait fallu que nous en discutions entre nous. Parce que, comme vous l'avez dit, nous n'avons pas la même évolution institutionnelle que les autres, ni nous ne sommes pas dans la même échelle d'évolution. Nous sommes département depuis à peine 11 ans, tandis que les autres DOM sont départements depuis 80 ans environ. Nous avons des collectivités qui ont une quarantaine d'années d'existence, alors qu'ailleurs, c'est plus de 2 siècles d'existence. Nous allons vers le droit commun, de plus en plus vers le droit commun, alors que beaucoup des collectivités d'outre-mer, y compris des DOM, aspirent à plus d'autonomie. Donc, ce sont des questions très importantes et il faut absolument que nous en discutions ensemble, comme le président Sobadine l'avait fait lorsqu'il avait organisé des travaux. Sur le toilettage Tout institutionnel. à fait. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas eu de discussion en amont sur cette question, sur l'appel de Fort-de-France, ni avec vous les parlementaires, ni avec d'autres élus. En tout cas, pas avec les parlementaires, pas avec moi en tout cas. Et actuellement, une fois que ça a été fait, est-ce qu'il y a eu des discussions ou pas du tout? Non, à part le rendez-vous à l'Élysée, parce que ce qu'il y a de bien, il faut toujours retenir ce qui est positif. Ce qu'il y a de bien dans cet appel de Fort-de-France, c'est qu'il a contribué à provoquer ce rendez-vous qu'il y a eu à l'Élysée récemment avec le président Macron, où tous les présidents de régions et de départements étaient conviés avec les parlementaires par bassin océanique. Nous avons eu notre rendez-vous du bassin océan Indien et Atlantique, et par la suite, le Pacifique fera sa réunion. Je disais qu'on parlait de la forme. Maintenant, sur le fond, sur cet appel de Fort-de-France, on parle de différenciation, on parle d'autonomie, le mot que l'on ne veut pas entendre ici à Mayotte. Et pourtant, on a entendu, hein, et Benissa Ousseni l'a martelé lors de son audition, qu'il faudrait quand même une adaptation de certaines lois par rapport à notre territoire. Alors, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir ces adaptations sans autonomie? Bien évidemment, le meilleur exemple, c'est la modification du droit de la nationalité pour l'adapter aux contraintes et réalités locales. Mais c'est pour ça, ces sujets sont très sensibles et très techniques. Et la question n'est pas de pouvoir faire telle ou telle chose. La question, et ça les Mahorais nous le rappellent souvent, c'est de nous mettre d'accord. Pourquoi, par exemple, le projet de toilettage institutionnel du président Sobadine n'est pas allé jusqu'au bout? Parce que les Mahorais ont eu peur, notamment, du fait qu'il n'y avait pas le mot départementalisation. Et ça, dans la proposition de loi que j'avais fait dans la suite, j'ai fait en sorte que le mot départementalisation soit resté et je l'ai accolé au terme région. Et voilà, ces réunions entre nous, élus, avec les forces politiques de ce territoire, permettent justement d'enlever tout doute au cas où il en subsisterait. Et aujourd'hui, justement, où en est cette question des compétences et des moyens, surtout pour la région? Eh bien, le, le- nous devons être force de proposition. Aujourd'hui, un accord euh, existe sur le fait d'adopter un mode de scrutin régional, parce que c'est celui-ci qui permettrait aux listes qui se présenteraient devant les Mahorais, de concocter un projet, d'avoir un programme, un cap, et les Mahorais voteraient en conséquence et sauraient d'avance, si telle liste passe, qui serait président, qui serait vice-président. Et aussi,
cette réforme, cette évolution permettrait aussi d'avoir plus de conseillers départementaux, plus de représentants pour s'acquitter de toutes les tâches à la fois départementales et régionales, ce que le président Benissa a martelé à l'occasion de son édition. Et enfin, d'avoir les moyens qui vont avec. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas chaque année des moyens régionaux budgétés. Nous avons des accompagnements de l'État par-ci, par-là, de façon presque aléatoire, mais nous n'avons pas de moyens financiers dédiés. Or, vous le savez, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les collectivités, on a besoin de savoir à l'avance quel sera le budget de l'année pour pouvoir se programmer en conséquence. Comment vous jugez-vous justement l'action du gouvernement par rapport à cette question aujourd'hui où on dit au département de Mayotte, OK, vous avez la fonction de département-région, mais on sait très bien que le département n'a pas les moyens de la région. On sait que les dépenses du département, du coup de la région, sont énormes. On sait que le département, et Benissa Ousseni l'a dit d'ailleurs, assume des compétences qui devraient revenir à l'État aujourd'hui à Mayotte, et c'est le département qui l'assume. Comment vous jugez ça? Mais c'est une action, c'est un comportement qui fait mal à ce département. Mais le gouvernement, bien évidemment, est concerné. Mais nous aussi, nous devons faire une proposition et absolument faire en sorte que à la prochaine, à la prochaine échéance des élections au niveau du département, on aille enfin vers cette évolution parce que c'est ce que les Mahorais ont voté en 2009. Nous avons voté un département qui exerce à la fois les compétences dévolues au département d'outre-mer et dévolues aux régions d'outre-mer. Donc, euh, c'est bien évidemment, l'État a indexé du doigt depuis 2009, parce que c'est un héritage de 2009, mais nous aussi, vous savez, si, comme on l'a fait la semaine passée, euh, unanimement, sans qu'il y ait une seule voix contre, nous allons voir l'État avec un projet. C'est pas la peine de tout mettre parce que le projet de toilettage institutionnel, l'inconvénient, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de choses et les gens n'y retrouvaient pas leur latte. Y aller, par exemple, avec le mode de scrutin, avec l'augmentation du nombre d'élus et quelques autres points Vous vraiment pensez que axiaux. ça marcherait? Mais Parce bien qu'on sûr, on le voit avec la question de l'insécurité, ça fait longtemps que l'on insiste, ça pourtant ça ne marcherait. marche Ça pas. marcherait. Pourquoi? Parce que quand le président Zaïdani l'avait demandé en 2014-2015, c'était sur ces deux seuls points. Moi, je les ai portés. Et lorsque nous sommes arrivés au niveau de la commission des lois du Sénat, le président Sobadine et d'autres élus ont dit arrêtez parce que ça ne va pas. Ensuite, le président Sobadine a fait son projet. Je l'ai porté au Parlement et là aussi, il n'y a pas eu l'accord. Donc, c'est quoi, dans les deux cas, c'est quoi la chose qui manquait? C'est une unanimité. Une unanimité, et pour cela, pour qu'il y ait une unanimité, il faudrait peut-être y aller dans un premier temps avec ces deux seuls points pour que, aux prochaines échéances, on ait ce mode de scrutin et l'augmentation du Et nombre des élus. vous êtes tous allés là, à Paris à l'unanimité pour parler d'insécurité. Ils n'ont même pas pu rencontrer Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur euh, était disposé à nous recevoir. Son agenda ne l'a pas permis, comme la première ministre, et il a délégué son ministre délégué aux Outre-mer qui nous a reçus. Monsieur Darmanin est venu ici, vous le savez. Contrairement à ce que j'ai pu lire par-ci par-là, c'est pas un signe de dédain. Nous sommes allés avec un agenda très contraint. Ces ministres ont aussi des agendas. Malgré tout, dans la réunion avec Monsieur Karenko, il y avait ses collaborateurs, ses conseillers qui étaient présents. J'aimerais que l'on évoque la question de la zone économique exclusive. Abdou Dahlani, le président du parc naturel marin, nous disait qu'un seul thonier sonneur aujourd'hui pêchait ce que tous les pêcheurs de Mayotte ramènent en un an. Comment arrêter cela et surtout comment en tirer profit également pour Mayotte aujourd'hui? Là aussi, ce n'est pas une question nouvelle qui a été... moi, j'avais posé une question écrite sur ce thème depuis 2014-2016. Ce sont des accords qui se font au niveau de l'Europe.
C'est-à-dire que la France fait des accords avec des pays européens pour ces pêches. Et effectivement, beaucoup de pêcheurs se sont plaints de surpêche. Nous sommes un certain nombre d'élus, moi en tout cas je l'ai fait, à avoir porté ce sujet au niveau du gouvernement. Et effectivement, Ça n'avance pas? il Ça faut fait des années, continuer. que l'on parle de cela et ça n'avance pas. Je ne dirais pas que ça n'avance pas parce que dans la réponse qu'on m'avait faite à l'époque, on m'avait répondu qu'il n'y avait pas de surpêche, mais ce n'est pas parce que euh, au premier coup, on n'a pas eu de réponse satisfaisante qu'il faut baisser les C'est bras. pas seulement la question. Il faut continuer à revendiquer. Et effectivement, ce qui est essentiel, c'est que cette richesse qui est dans notre zone exclusive, eh bien, puisse nous profiter d'une façon ou d'une autre. C'était surtout ça le sens de ma question. Comment aujourd'hui on pourrait transformer, par exemple, ces thons qui sont transformés de l'autre à Seychelles, hein, par exemple, pas si loin que ça d'ici, des thons pêchés dans les eaux mahoraises, transformés là-bas et revendus aux Mahorais. Et pourtant, économiquement, on pourrait en tirer profit. Mais il faut qu'on s'organise localement, le conseil départemental en tête, puisque le Mais ça conseil fait longtemps, il y départemental, a rien. En fait, puisque le, je pose la question parce puisque le qu'on a conseil l'impression que départemental. on n'y pense pas, en fait. Non, vous savez, regardez l'histoire de la départementalisation. En combien de décennies on a fini par l'obtenir? Il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui avancent moins rapidement, il y a des choses qui prennent beaucoup de temps, trop de temps, mais c'est pour ça qu'il faut remettre le cœur à l'ouvrage. Et vous ne m'avez pas laissé finir. C'est une compétence économique de la région. Et là aussi, montons un projet au niveau de la région ici pour récupérer cette activité qui va de façon injuste aux Seychelles. J'aimerais qu'on aborde la question de l'eau. Vous avez été auprès de la conseillère économique et sociale Sarah Moussoun pour parler, qui s'exprimait justement sur la gestion de l'eau et de l'assainissement en Outre-mer. Et on sait que c'est important ici à Mayotte. On a entendu le ministre Karenko dire que concernant la troisième retenue collinaire, il n'y a pas eu jusqu'alors des demandes de DUP à Mayotte. Est-ce que vous en savez un peu plus sur ce dossier? Alors, moi j'ai entendu aussi cette parole du ministre des Outre-mer, une déclaration d'utilité publique sert à récupérer un terrain qui n'appartient pas au syndicat des eaux, Des eaux. et il appartiendrait au syndicat des eaux de demander Mais ça signifie cette, surtout que cette jusqu'alors, DUP. rien n'a été fait. Depuis, ça fait un petit moment. C'est l'Arlésienne, un peu comme la piste longue, on nous parle de la retenue collinaire. Mais en fait, rien n'a été fait si l'on en croit le ministre. Il faut demander aux personnes qui en ont la compétence, Je vous pose la question parce que vous êtes c'est-à-dire plutôt proche les, d'Amina é- Hariti, on vous les l'a vu à élus, côté d'elle. les élus du syndicat des eaux. Je suis proche d'Amina Hariti, c'est ma suppléante, mais elle a des fonctions, vous le savez, au sein du syndicat des eaux. Et vous savez, il y a deux façons d'y arriver. Soit on obtient un accord avec les propriétaires du terrain, soit on n'obtient pas d'accord. Et si le site est toujours envisagé, eh bien effectivement, la seule solution, c'est la DUP, la déclaration d'utilité publique. Mais ça, c'est un sujet qui échappe à mes compétences. Tani Mohamed Soili, votre amendement, pour qu'un enfant de parents étrangers puisse prétendre à la nationalité française, il faudrait qu'à sa naissance, un des parents justifie d'une présence régulière sur le territoire 3 mois au moins avant sa naissance. On a vu les chiffres des naissances dernièrement à Mayotte. Est-ce que pour vous, cette loi a eu l'effet escompté? Cette loi va avoir l'effet escompté parce que le premier objectif de cette loi, c'est d'éviter que trop d'enfants nés sur cette terre aient rapidement la nationalité française, et que demain, par exemple, si nous votons sur un sujet majeur sur l'avenir de cette île, eh bien, ces enfants devenus majeurs puissent l'emporter. C'est ça Sauf que l'effet Marjane premier. Gayem dit quoi qu'il en soit, c'est l'avocate qui défend notamment le droit des étrangers. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ces enfants pourront prétendre à la nationalité française. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on va les condamner, en tout cas je reprends leur terme, hein, condamner à une espèce d'errance administrative, alors que quoi qu'il en soit, ils devront avoir la nationalité française. Marjane Gahem, avocate, moi aussi je suis avocat, et je vous dis que de par ces dispositions, ces enfants, c'est-à-dire la moitié des naissances quand même à Mayotte, n'auront pas la nationalité française.
Après, on peut faire un débat. Vous pouvez organiser un L'autre débat, débat, du coup, c'est qu'est-ce qu'on va mais faire de ces enfants qui seront quand même sur le alors territoire ça, sans nationalité française? c'est une vraie question. Et là, nous renvoyons à la politique migratoire sur cette île qui doit là également évoluer. Il n'est pas normal que des personnes qui se retrouvent sur le territoire en situation irrégulière, le reste, ces personnes-là doivent être reconduites à la frontière. Et c'est le travail qui reste à faire pour compléter ces dispositifs et faire en sorte que la lutte contre l'immigration clandestine soit efficiente. Merci beaucoup, sénateur Tani Mohamed Solihi, d'avoir Merci été à notre vous. invité dans Accueilli.